Aujourd'hui, on va quitter le Québec, en fait. On va aller un petit peu plus aux États-Unis, on va aller aussi en France, parce qu'on va aborder une question qui, a priori, on pourrait le penser, n'a aucun rapport. On pourrait se dire, bah tiens, la question de l'impunité policière, des violences policières, n'ont peut-être aucun rapport de manière de prime abord avec le féminisme. Or, ce rapport, je démontrerai en fait qu'il y en a un, d'abord en présentant les personnes qui luttent au quotidien contre les impunités policières, et ensuite je montrerai pourquoi en fait il y a un lien entre le racisme d'État et le féminisme. Mais je vais pas, c'est pas vraiment un cours, on va pas, malgré le fait que je vais présenter un mouvement aux États-Unis qui est très connu, le Black Lives Matter, qui est très très connu et qui parle effectivement des violences policières, je vais pas axer ma présentation là-dessus parce que d'abord tout le monde connaît l'actualité de ces violences et qu'en plus nous venons ici à Montréal d'être touchés très récemment par une nouvelle bavure policière, en tout cas en l'état actuel des choses, on ne sait pas ce qui s'est exactement passé, mais on peut présumer qu'il y a bavure policière une fois de plus, qu'on est à l'aube, à la veille plutôt de l'anniversaire de Freddy Villanueva. Donc ces violences policières ne sont pas aussi loin, aussi éloignées de nous. Mais je ne vais pas vraiment axer ma présentation là-dessus. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va aller en France, on va aller aux États-Unis. Et concrètement, je vais d'abord présenter ce mouvement, le mouvement Black Lives Matter, et la marche de la dignité qui a eu lieu en France. Puis ensuite, je ferai le lien entre racisme d'État et féminisme, notamment peut-être pour amener des pistes de discussion pour la seconde partie, puisque ma présentation va durer une petite heure, à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, je pense, et puis ensuite on aura le temps de la discussion après une légère pause. Alors ce mouvement qui est né aux États-Unis, je vais d'abord vous parler un petit peu de l'engagement. Comment se fait-il que c'est un mouvement qui est mis en œuvre, véhiculé par des femmes noires en particulier, et quelle importance ça a? En particulier, je vais mettre l'accent sur l'importance que ça a dans le mouvement de libération des Noirs aux États-Unis à l'heure actuelle. C'est-à-dire parce que je montrerai en fait qu'il y a un élargissement de cette lutte aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes arrivés en fait aux États-Unis à un nouveau moment, à un momentum très important pour le mouvement de libération des Noirs. Et je parlerai aussi des obstacles à ce mouvement, à ce qui, notamment par la notion en abordant la notion de récupération. Et cette notion de récupération, elle nous permettra peut-être de faire des liens avec ce qui se passe dans les mouvements féministes, et notamment par la récupération, toujours parce que j'ai beaucoup insisté, peut-être avant tout dans mon cours, par cette récupération qu'il y a du féminisme intersectionnel par le féminisme blanc. J'en ai beaucoup parlé, notamment dans les 2 premiers cours, parce que c'est vrai que c'est une question aujourd'hui qu'on se pose, à savoir s'il n'y a pas une forme de récupération. On parlera très rapidement du mouvement au Canada, et je justifierai pourquoi je ne vais pas en parler énormément, parce que je pense qu'il y a une idéologie, ou plutôt une philosophie du mouvement aux États-Unis qui va beaucoup plus concerner le féminisme que ça ne l'est au Canada. Et puis dans la deuxième partie, je parlerai de la marche pour la dignité. Alors concrètement, comme vous le savez, c'est un mouvement en fait qui est né aux États-Unis, à Los Angeles en 2013, au lendemain de l'acquittement de George Zimmerman, cet homme qui a tué de manière tout à fait, en toute impunité, Trayvon Martin. Donc c'est un mouvement en fait qui est venu d'une réaction à un verdict dans un premier temps, et en fait il a été fondé par 3 femmes. La première, c'est Patrice Cullors, qui en fait a dit, lorsqu'elle a appris l'acquittement, elle a dit ben, finalement les Noirs ne sont pas en sécurité. Donc la vie des Noirs, les Noirs ne sont pas, il n'y a aucune sécurité de ces personnes aux États-Unis. Et en fait, elle a écrit sur Twitter les peuples noirs, je vous aime, je t'aime, je nous aime, nos vies comptent. Et au même soir, lorsqu'elle publie ça sur Twitter, une de ses amies lui répond, et une de ses amies publie l'hashtag que l'on connaît aujourd'hui, et elles décident, le lendemain, elles ont une réunion. Alors c'est 3 femmes qui ont énormément d'importance. Pourquoi? Parce que elles se sont déjà des militantes.
Il y en a une, donc Patricia Cullors, qui est militante pour les droits des transgenres, et ça a beaucoup d'importance, c'est-à-dire le fait qu'il s'agit de militantes qui luttent contre une vision cisnormative dans les mouvements sociaux, mais aussi dans la société. Donc déjà, ça a énormément d'importance et ça donne une tonalité très particulière à ce mouvement aussi, et tonalité dont on ne parle pas. C'est pour ça que je vais mettre quand même l'accent un petit peu là-dessus, parce qu'il me semble que quand il y a une sorte d'imagerie du Black Lives Matter, mais cette imagerie-là ne fait pas vraiment tout à fait référence à toute l'idéologie de ce mouvement, qui est quand même beaucoup plus profond qu'on ne le pense dans la société américaine. Donc, elle va, avec son amie et avec celle-ci qui s'appelle Alicia Garza, Alicia Garza va tout de suite poster ce tweet et va mettre cet hashtag, et cet hashtag va évidemment essaimer sur les médias sociaux. C'est une femme aussi, Alicia Garza, qui est transgenre elle-même et qui milite pour les droits des personnes transgenres. Donc, ça a de l'importance pour la suite. Avec Opal Tometi, ces trois femmes vont discuter et elles vont décider en fait de descendre dans la rue. Il faut remarquer qu'elles sont à 3 endroits des États-Unis différents. Donc elles vont organiser des marches pour dire ce n'est pas normal que ce George Zimmerman ait été acquitté. Donc Opal Tometi, Patricia Cullors et Alicia Garza. Donc déjà, chose qu'on ne nous dit pas, on voit beaucoup de personnes extrêmement importantes, bien sûr, et on ne va pas nier leur importance, nier leur philosophie, leur vision des choses, comme par exemple Cornel West, qui est quand même un personnage très très connu. On le voit toujours, mais on entend très très peu finalement. Je me suis aperçue qu'on entendait très peu parler de ces femmes. Bon, donc déjà ça dit aussi quelque chose. Donc ce sont des militantes. Opal Tometi, elle est militante pour le droit des migrants. Et là aussi, ça a une incidence particulière. Donc évidemment que ça part de constats qui sont quand même assez alarmants. Il y a 1 million de Noirs qui sont aux États-Unis actuellement en prison. 500 000 vivent des violences de différents types. Donc des personnes en fait qui vivent... 500 000 sont sans papier, pardon. Il y a des oppressions qui sont très très fortes, une intersection d'oppressions très forte, puisque bien sûr, il y a la question à la fois, et c'est l'inventage de ce mouvement, c'est qu'il va prendre en compte des oppressions d'habitude dont on n'a pas tout à fait conscience, comme par exemple l'intersection du racisme et de l'agisme, l'intersection du racisme et du validisme, comme par exemple la question des personnes noires handicapées, des personnes noires âgées. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là? Donc ils vont vraiment, effectivement, essayer de donner vraiment un ancrage très important qui va faire que, à toutes les étapes, sur toutes les chaînes des oppressions possibles, le mouvement Black Lives Matter va essayer vraiment de prendre en compte toutes les vies des Noirs comptent, mais en général, quand on parle de la question noire, on va parler du racisme en particulier, mais on va oublier d'autres types d'oppression. Et bien sûr, ils vont mettre en œuvre, et là c'est très important, quelque part, c'est justement cette lutte contre l'hypersexualisation, contre le rejet, évidemment, la mise à l'écart, la relégation des personnes les plus vulnérables parmi les populations noires. Et parmi ces personnes les plus vulnérables, évidemment, ce sont les femmes, les personnes queer, transgenres, et les jeunes femmes, et je reviendrai sur la question des jeunes femmes parce que ça a beaucoup d'importance pour une orientation que prend ce mouvement. Donc c'est un appel à l'action contre le racisme anti-noir, un appel à l'action contre la déshumanisation, une déshumanisation qui apparaît dans la reconduction de la violence d'État, pourrait-on dire, en tout cas de la violence policière, assurément. Donc, un appel à l'action. C'est d'abord ça. Mais c'est surtout un appel à l'action qui s'est transformé au fil du temps en un mouvement idéologique et politique pour dire en fait, effectivement, il y a eu, de par l'histoire, une déshumanisation du peuple noir, mais aujourd'hui,
dans le monde, et non pas seulement aux États-Unis, dans le monde, la vie des Noirs, les vies des Noirs, partout où vivent les Noirs, ben, leur vie est ciblée par la police, leur vie, leur situation touche un croisement d'oppression, et un croisement d'oppression qui est renforcé par cette violence d'État qui va dénier en fait l'humanisation de la personne, va dénier la contribution de ces personnes dans la société et va dénier leur humanité. Mais aussi, concrètement, considérant l'existence particulière du peuple noir à travers l'histoire, peuple qui a été esclavagisé, peuple qui a été ségrégué aux États-Unis, eh bien, on va complètement nier les capacités de résilience aussi des personnes, hein, puisque pour être sorti de l'esclavage, pour avoir traversé la ségrégation, avec tout ce qu'elle comporte de violence et d'horreur, eh bien évidemment, il faut avoir une certaine forme de résistance et de résilience, et cette résilience-là, elle est niée de la société américaine. Aujourd'hui, le mouvement a essaimé de telle sorte qu'il y a 23 coalitions, en fait, on pourrait dire de 23 lieux où on milite, 23 associations, 23 sections locales, et aux États-Unis, au Canada, mais aussi au Ghana. Ce qui est intéressant parce que ça dit quelque chose sur l'orientation transnationale qui est voulue par ce mouvement à la base, parce qu'il y a vraiment une orientation transnationale qui va passer d'une manière particulière que je préciserai tout à l'heure. Alors, le Black Lives Matter est basé sur deux considérations. On pourrait dire deux notions extrêmement importantes. La première notion, c'est le racisme d'État. Qu'est-ce qu'on entend par racisme d'État? On entend un racisme qui est institutionnalisé dans une loi. Par exemple, effectivement, le code noir pour l'esclavage, c'est une institutionnalisation de l'esclavage. C'est quelque chose qui va tendre à dire, bah, voici les raisons et voici comment on doit organiser l'esclavage, par exemple. La ségrégation, effectivement, c'est une forme de racisme d'État. Donc le racisme d'État, on peut le retrouver dans tout pays, toute région où un peuple a été asservi, où un peuple a été génocidé. Donc on pourrait même parler, et on peut le faire en toute franchise et en toute logique, par exemple, du racisme d'État que le Québec ou le Canada a fait subir au peuple autochtone, par exemple. Il s'agit d'une forme de racisme d'État, même si c'est dur à entendre, mais c'est une réalité. Donc, c'est un racisme qui est institutionnalisé par la loi. Mais lorsque la loi, elle est abolie, ce racisme va continuer à agir, à opérer dans la société, parce que les stéréotypes qui affectent les gens, qui sont dirigés envers les personnes qui faisaient partie du groupe dominé et qui subissaient ce racisme, eh bien ce racisme continue d'opérer par des stéréotypes, par des comportements du groupe dominant envers le groupe dominé. Donc il y a une continuité, il y a une reconduction de ce racisme d'État, même s'il n'est plus institutionnalisé sous forme de loi. Donc ça, c'est la première chose qui est importante parce que c'est ce qu'on va dire. C'est pour ça que, le mot racisme d'État est important, mais il a du sens aussi à la fois dans les constats qui sont posés, mais aussi dans la manière dont on répond. Parce que souvent, lorsqu'on va parler de racisme d'État, on va dire oui, mais il n'y a pas de loi qui justifie ce racisme. La discrimination, c'est dans votre imaginaire. La discrimination, vous la subissez, mais bon, allez, c'est une belle excuse. Or, ce qu'on oublie, c'est la dimension de reconduction de la société actuelle. Et cette dimension-là, je tiens quand même à le préciser parce que c'est un élément qui est important et qui est caché ou non dit. Ou en tout cas qui sert disons, de repoussoir à l'expression du stigmate. Donc, l'autre notion, qui est une notion très particulière, c'est la notion de génocide. Un génocide, évidemment, c'est un acte criminel qui est commis, bon ça c'est la définition qui est donnée par l'ONU, dans l'intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Alors là aussi, quand le Black Lives Matter dit qu'il s'agit d'un génocide, parce que lorsqu'il parle de violence policière, il justifie que c'est un génocide, il le présente de cette façon. On peut dire, mais attention, au génocide, le mot là aussi peut être mis, disons, peut devenir suspicieux.
Or, il faut qu'il y ait, c'est un acte, quels sont les actes qui sont considérés comme tels? Quand il y a un meurtre d'un membre d'un groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale du membre d'un ou de plusieurs membres de ce groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver la dénaissance au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre. Alors, évidemment que ça va concerner la période esclavagiste, mais quand le Black Lives Matter insiste sur le fait qu'aujourd'hui les Noirs sont victimes de génocide, il y a quand même des éléments, par exemple, si on prend les mesures visant à entraver des naissances au sein du groupe, jusqu'aux années 60-70, il y avait des stérilisations forcées et sans consentement de femmes noires, par exemple. Donc c'est des éléments dont on peut s'interroger sur l'utilisation, la pertinence de l'utilisation de cette notion. Bon, après, il faudrait être criminaliste pour dire que peut-être certaines personnes pourraient juger que c'est exagéré, mais dans certains cas, il y a des éléments qui peuvent faire penser à l'existence d'un génocide. Donc ça a questionné. Ce que disent les membres du groupe, et notamment les fondatrices, c'est que c'est pas seulement, ce qu'elles ont voulu, c'est pas seulement une réaction à un verdict, c'est pas seulement une réaction à de la violence en chaîne qui est faite à l'endroit de jeunes noirs aux États-Unis, d'hommes, mais aussi de femmes évidemment. C'est un mouvement, et ils le conçoivent comme un mouvement de libération, quelque chose qui va contribuer soit à refonder, soit à construire le mouvement de libération des Noirs qui avait été initié dans les années 60-70 avec les droits civiques. Et puis bien avant, bien sûr, historiquement, mais on va dire le moment fondateur, on pourrait dire, c'est celui des droits civiques. Mais évidemment, même pendant l'esclavage, il y a un mouvement de libération qui existe depuis bien plus longtemps. Alors, mais en quoi ce mouvement est intéressant? C'est-à-dire que s'il y a une refondation, s'il y a une construction, si on décide de refonder, si on décide de construire, la première chose, c'est parce que ce qu'on a fait jusqu'à présent a peut-être permis des avancées, mais évidemment pas une libération totale. Donc il faut reconstruire, il faut repartir de base. La question, c'est que le mouvement, le BLM, va en fait rompre avec des points aveugles du mouvement de libération des Noirs, notamment le fait que le mouvement de libération, au départ, c'était un mouvement qui était cisnormatif, par exemple. D'abord, parce que, effectivement, les femmes qui faisaient partie de ces mouvements, comme on l'a dit déjà, elles étaient reléguées, en fait, au second plan dans la lutte, dans un premier temps. Ensuite, c'était sur une vision extrêmement binaire, d'abord du genre, puisque, bon, c'était le mouvement de libération des Noirs, donc, qui donnait la part la plus importante à la libération des hommes noirs. Et puis les femmes qui ont créé les premiers mouvements du Black Feminism, constatant le sexisme dont elles étaient les victimes, ont créé en fait leur propre mouvement pour essayer de faire avancer leur lutte féministe particulière et se dissocier bien sûr du féminisme mainstream. Mais évidemment, là-dessus, on est dans une vision complètement binaire. D'un côté, les femmes noires qui militent, puis d'autre côté, d'hommes noirs qui vont eux aussi reconduire un certain sexisme envers elles et ne pas considérer nécessairement leur lutte. Maintenant, ce mouvement, lui, il va beaucoup plus loin parce que justement, il est cisgenre, donc il n'est pas cisgenre justement, il n'est pas validiste, il n'est pas agiste et il n'est pas fondé sur une forme de revalorisation de la communauté comme le faisait le Black Panther Party. Il n'y a pas de valorisation de la communauté noire à travers ça. Il y a effectivement, même si la communauté se valorise par ce mouvement, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment l'arrêt des violences d'État. Donc c'est un mouvement beaucoup plus qui n'est pas construit sur une revalorisation des personnes. Et c'est aussi un mouvement qui ne va pas restreindre cette lutte à un espace national délimité. Par exemple, là, pour les membres du BLM, il y a l'importance de lutter contre de récuser l'utilisation qui est faite des femmes dans le cas, et notamment des jeunes filles, dans le cas comme monnaie d'échange dans des périodes de guerre. Donc par exemple, c'est un mouvement qui va s'intéresser. C'est pour ça d'ailleurs qu'au Ghana, il y a un BLM. Hein, aussi, c'est aussi
Ce qui permet, donc il y a l'idée vraiment d'une dimension transnationale de ce mouvement. L'idée aussi, cette dimension transnationale, se remarque aussi par le fait que même si on lutte aux États-Unis, on a conscience que la vie des, quand on dit la vie des Noirs compte, les vies des Noirs comptent, ben, c'est à travers le monde. Donc tant et aussi longtemps que même si on réussit à contrer la violence d'État aux États-Unis, tant et aussi longtemps qu'elle existe ailleurs, contre le peuple noir, et bien c'est que le génocide continue et que, effectivement, ben, c'est comme si on doit encore lutter. Donc il y a cette dimension-là, qui est une dimension fort importante, quelque part. Alors, sur la question, en fait, des femmes, il y a donc un des volets, on parle beaucoup, bien sûr, comme je l'ai dit, du volet violence policière, mais il y a un volet féministe très important, qui passe par une discussion sur la famille et sur la communauté. Et alors, ce qui est intéressant, et là, ça va un petit peu plus loin, quelque part, que le black feminism, mais en même temps, ça rappelle certains éléments. C'est que d'abord, il y a la promotion, on va chercher à promotionner la participation parentale, donc la participation parentale à l'intérieur des espaces familiaux, mais aussi essayer de contrer un meilleur équilibre entre les différents temps sociaux, l'organisation famille-travail, mais qui ne va pas passer par simplement une division, une remise en cause ou disons une refondation ou un nouvel équilibre dans la division du travail selon le genre dans la famille, mais qui va passer par une compréhension que si cette division du travail a du mal à exister à l'intérieur de la famille noire, c'est parce qu'aussi les femmes noires qui réalisent le travail domestique chez elles ont aussi des tâches extrêmement lourdes, professionnelles extrêmement lourdes, à l'extérieur de leur foyer. Donc la conciliation travail-famille ne peut passer que si il y a une libération ou du moins une revalorisation ou un changement de tâches dans la société. Donc là aussi, lutter contre des discriminations spécifiques qui sont faites aux femmes noires et qui font que de toute façon, elles sont obligées de délaisser leur foyer pour aller s'occuper des foyers ailleurs. Donc là, c'est cette notion, disons, où faire des travaux moins valorisés, plus difficiles. Donc il y a cette notion qui n'est pas seulement, ce que je veux dire, c'est qu'elle c'est pas une notion, disons, d'une simple division du travail selon le genre, mais c'est une division du travail qui va au-delà de l'espace privé de la famille, qui est aussi dans l'espace public. Et puis il y a l'idée, et c'est là que c'est intéressant parce que il y a une récusation en fait d'un modèle familial blanc-triarcal, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de l'extension d'une communauté, d'une famille plus communautaire, d'une famille plus élargie. Donc la notion de Black Village. Et ça me rappelle en fait, quand je lisais ça, je me disais c'est intéressant parce que ça va beaucoup plus loin que quelque part le Black Feminism, mais en même temps, ça rappelle certains éléments qui ont pu être posés, parce que évidemment, la question de la famille et de la communauté, c'est une question qui est très très importante parmi les thèmes forts du Black Feminism, en particulier si vous lisez Patricia Hill Collins, vous pouvez regarder un peu les différents thèmes qu'elle pose, et en fait elle parle de la famille, en fait, et de la place de la famille, et également Hazel Carby, qui en fait parle un peu en contexte d'immigration, la famille noire en contexte d'immigration, mais aussi en contexte états-unien, se retrouve dans une situation où effectivement elle a besoin de cette communauté élargie pour passer outre certaines difficultés, puisque bon, c'est la communauté qui a cette importance pour essayer de trouver en fait des aides, des soutiens. Et lorsqu'elle faisait la comparaison, Hazel Carby, dans un de ses textes où elle parle de la question de la migration, notamment en Angleterre, de la famille jamaïcaine, elle démontrait en fait une difficulté lorsque l'on pense une idée lorsque le féminisme classique, le féminisme mainstream, pense la question de la famille, c'est souvent sous un modèle de la famille blanche. Donc lorsqu'il y a une lutte contre le patriarcat au sein de la famille, cela se fait sans tenir compte des particularités de la famille noire. Par exemple, particularité, le fait qui n'est pas tout à fait un cliché, qui pourrait l'être, mais ce n'est pas une généralité non plus, mais par exemple l'importance des familles monoparentales, le fait qu'on ne peut pas avoir la même vision quelque part de la famille noire
de la famille. On ne peut pas plaquer un idéal de famille et de division du travail selon le genre dans la famille, compte tenu du fait que, par exemple, ces femmes peuvent travailler ou leur mari travaille, ou elles ne sont pas dans les mêmes situations que des personnes plus privilégiées. Donc, elle va montrer en fait que les thèmes clés du féminisme ne peuvent pas toujours s'appliquer. Et là, c'est intéressant parce que c'est un peu, ça revient à ce que dit le mouvement du Black Lives Matter concernant la famille. Donc ça, c'est un point qui a arrêté mon attention. Le fait aussi que lorsque, bien sûr, c'est un mouvement qui va beaucoup dénoncer les violences faites aux hommes, mais ils vont mettre beaucoup l'accent sur les violences qui sont faites aux femmes. Et ces violences, en montrant en fait que, bien sûr, d'abord ces violences qui sont faites aux femmes ne tiennent pas compte d'abord de la manière dont le genre est pensé par les personnes elles-mêmes. Donc la violence va s'étendre aussi à des personnes qui se revendiquent comme étant femmes et qui physiquement ne le sont pas du premier abord, selon notre conception, nos prénotions et nos préjugés de ce que pourrait être une femme ou un homme. Donc, elles vont mettre l'accent sur le fait que les agressions, de l'importance et l'impact de ces agressions, non seulement sur les femmes, mais aussi sur leurs enfants, sur leurs conjoints. Et ça rappelle aussi beaucoup, quelque part, cette conscience des violences étatiques sur les femmes et l'importance que ces violences étatiques ont sur leur communauté élargie et en particulier leurs enfants. Ça rappelle beaucoup ce que Bell Hooks dénonçait dans Ne suis-je pas une femme lorsqu'elle dénonçait en fait les violences faites aux femmes noires. Elle en parlait jusqu'aux années... C'est un livre qui a été publié en 1981, mais ce qu'elle dénonce est encore tout à fait actuel dans la société américaine. Donc l'importance aussi que ces violences ont dans la constitution aussi de la famille, quelque part. Dans le sens où ces violences vont avoir des répercussions tout à fait directes sur notamment les enfants et qui vont s'habituer eux-mêmes à une forme de violence, et évidemment avec ce que ça peut comporter en termes de révolte, bien sûr, face à la société, face à cette société qui perpétue des violences. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette idée aussi de féminisme plus inclusif. Et là, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé lorsque le Black Feminism a été, les premiers mouvements Black Feminism ont cherché à se constituer, se sont constitués notamment avec le Combat River Collective et d'autres collectifs, c'est que d'abord, c'est vrai qu'on dénonçait à l'époque, au sein du mouvement féministe général, on dénonçait le fait que les discussions, la parole des femmes noires, la mobilisation concernant ce qui les concerne, les discriminations dont elles sont victimes, la manière dont le sexisme les affecte, c'est-à-dire des modalités différentes du sexisme, compte tenu du fait des oppressions qu'elles vivent, eh bien, ces femmes dénonçaient que ces modalités n'étaient pas du tout prises en compte par ce féminisme blanc. Mais tout en le dénonçant, au fil de l'évolution, quelque part, de ce féminisme, il y a des personnes qui n'étaient pas... Bien sûr, il y avait des groupes féministes, Black Feminism, des groupes, par exemple, notamment le Combat River Collective, était un groupe de femmes lesbiennes. Mais c'est un fait de considérer certaines communautés LGBT, mais sans notamment élargir justement, mais malgré tout, en conservant une vision extrêmement normative du genre, finalement. Donc, elles vont aller un petit peu plus loin, elles vont être encore plus inclusives, puisque justement, elles vont lutter contre les violences faites par l'hétéropatriarchie, en mettant en avant, en fait, justement, les violences qui sont faites contre les personnes transgenres. Et ça, c'est très important parce que c'est un élément qui n'était pas jusqu'à présent tout à fait pris en compte dans le mouvement de libération des Noirs, où la question transgenre reste une question extrêmement taboue. Alors oui, il existe des collectifs afroféministes lesbiens, mais des collectifs transgenres, c'est une autre affaire. Donc là, c'est quand même un élément très important. Et elles vont vraiment essayer de lutter contre la fétichisation aussi qui est faite des personnes transgenres, des violences qui leur sont faites, mais aussi la fétichisation qui est un élément très important. Donc
leur but est aussi de sensibiliser la population américaine à cette violence-là. Donc à des personnes qui sont oubliées, en fait. Lorsqu'on fait des revendications, eh bien ce sont les dernières personnes auxquelles on pense. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, et qui est important de le souligner parce qu'on regarde ce mouvement comme un simple mouvement de violence policière, mais il y a tout ça en arrière-fond, et c'est des points centraux et des points extrêmement importants. Aujourd'hui, justement, si on veut une société beaucoup plus inclusive envers toutes les personnes, et quelles qu'elles soient, et quelle que soit la manière dont elles se ressentent elles-mêmes, parce que c'est ce qui est important à la base, c'est de respecter les gens tels qu'ils se sentent. Ce n'est pas à nous de faire autrement. Alors, une des fondatrices du mouvement dit c'est un mouvement qui va bien au-delà des exécutions extrajudiciaires de personnes noires par la police et les vigilantes. Il va au-delà du nationalisme étroit, et par nationalisme étroit, je préciserai tout à l'heure de quoi on parle, qui s'observe dans certaines communautés noires, demandant aux personnes noires d'aimer noir, de vivre noir, d'acheter noir, gardant ainsi les hommes hétéros au devant du mouvement et laissant dans l'ombre nos sœurs queer et trans ainsi que des personnes handicapées. Il place en son centre les personnes qui ont été marginalisées des mouvements de libération. C'est une tactique pour reconstruire le mouvement de libération des Noirs. Et là, c'est important parce que c'est vraiment c'est-à-dire que c'est un mouvement de libération qui se dissocie et qui se différencie vraiment des points aveugles, voire même des exclusions qui ont été faites dans le mouvement du nationalisme noir, notamment par des organisations comme le Nation of Islam, comme le Black Panther Party. Le Nation of Islam, c'est vraiment une exclusion des femmes, et le Black Panther Party, c'est une relégation de celles-ci ou de leur lutte. Parce que c'est vrai qu'on nous dit beaucoup que Angela Davis a été du Black Panther Party, mais déjà elle a quitté très très rapidement. Ensuite, une femme comme Madame Cleaver, elle n'a pas vraiment été au sein de la militance puisqu'elle se trouvait en Algérie. Donc, et les autres femmes du mouvement, bon, on les voit bien sûr dans un film qui est sorti très récemment de Stanley Nelson, mais on les entend très très peu. C'est quasiment la première fois que je les entendais dans ce film. Donc c'est vrai que c'est un mouvement qui a été extrêmement sexiste dans son approche des femmes, pas nécessairement dans les propos ou dans quoi que ce soit, mais dans l'approche qu'on avait de leur militance. Donc c'est important de voir qu'aujourd'hui, il y a cette revalorisation qui est là. Je parlais tout à l'heure de l'orientation transnationale, qui est un élément important. Évidemment qu'il y a cette idée de lutter contre l'utilisation des jeunes filles, qui est faite des jeunes filles dans les périodes de guerre, bien sûr. On sait très bien qu'en période de guerre, c'est déjà les viols qui sont faits sur les femmes, les jeunes femmes. Et puis je disais que c'était un mouvement qui visait à libérer les Noirs à travers le monde. Donc il y a vraiment cette idée beaucoup plus transnationale. Donc c'est ça l'intérêt en fait de ce mouvement, c'est vraiment cet élargissement du mouvement de libération des Noirs qui va prendre en compte, y compris des personnes criminalisées, y compris des personnes migrantes. Donc c'est vraiment tout type de personnes qui appartient à la communauté noire. Donc il y a une plus grande inclusion, une plus grande prise en compte de l'intersection des oppressions et des diversités des situations qui sont rencontrées par les personnes. Donc ça c'est vraiment, donc c'est au-delà de simplement je milite pour dire que je suis vraiment fâchée et en colère de la situation ou de la mort d'un jeune homme. Ça va plus loin que ça, même si ça part de là aussi. Alors, donc, quel est le lien en fait qu'on peut faire avec le black feminism? En quoi ça reconduit la pensée du black feminism? En quoi quelque part ça la change en fait? Et en quoi quelque part ça peut être inspirant? Parce que je me dis, si aujourd'hui le mouvement de libération, moi c'est la façon dont j'interprète un peu les choses là, mais si le mouvement aujourd'hui ce mouvement de libération des Noirs arrive à être beaucoup plus inclusif. Et aujourd'hui, il y a l'inclusion effectivement de catégories qui n'étaient pas du tout vues, qui n'étaient pas du tout comprises. On peut espérer que le féminisme mainstream pourrait aussi s'inspirer quelque part de ce mouvement-là, pour être encore plus inclusif, en particulier envers les femmes racisées, ce qui n'est pas encore le cas, mais on voit déjà qu'il y a une volonté un peu plus de discuter, donc on ne peut pas non plus trop critiquer, parce qu'il y a cette volonté d'ouverture de discussion.
qu'est-ce que ça nous indique aussi sur la militance des femmes noires, hein, dans ces mouvements de libération des Noirs? Qu'est-ce que ça nous indique sur cette militance? Je pense que ça nous dit quelque part que depuis le début elles sont très présentes, mais que simplement elles n'avaient pas le micro. Hein. Je pense que c'est un élément qui est très important parce que tout simplement c'est la place qu'on leur a donnée. C'est-à-dire que les femmes ont toujours été à l'avant-plan des idées, de l'organisation, mais simplement elles n'étaient pas les premières à parler. Donc il y a des éléments très importants. Et en quoi elles réalisent donc cette militance du black feminism? C'est par leur plus grande inclusion. Donc ça, c'est des questions en fait que je lance, on pourrait en discuter tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle par le fait que c'est un mouvement qui est très inclusif et qui va vraiment toucher non pas la question spécifiquement féministe, mais aussi la question du genre. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un élargissement quelque part, et ça va aussi avec une évolution de la société, une prise en compte plus grande de la question du genre, parce qu'avant on parlait d'études féministes, aujourd'hui on parle d'études féministes et de genre, donc ce qui est important parce qu'on conçoit bien que la question du genre est plus compliquée, elle ne se réduit pas à une vision binaire spécialement du genre, donc ça c'est certain. Mais elles vont en fait elles manient en fait quelque chose qui était au départ, il y avait ce racisme que les femmes constataient dans les années 60, qui militaient, elles constataient que dans le mouvement féministe, elles vivaient un racisme, elles vivaient aussi du sexisme dans les organisations pour un nationalisme noir, et donc du fait de l'oppression spécifique qui était fondée par ce racisme et ce sexisme, la combinaison du racisme et du sexisme au sein de ces différents mouvements où elles devaient avoir normalement une forme de représentation puisqu'elles appartenaient à ces catégories femmes et femmes noires. Donc, elles subissaient en fait ces oppressions et du fait de cette oppression spécifique, elles ont fondé leur propre mouvement. Ce qui est intéressant, c'est que on pourrait dire quelque part, aujourd'hui, le mouvement Black Lives Matter va permettre justement de dépasser ce qui était un problème dans les années 60. Parce qu'aujourd'hui, cette militance-là, elle est possible à travers un mouvement de libération des Noirs, mais qui soit ouvert en fait à la question des femmes, à la question des femmes, quelle que soit la manière dont elles vivent leur féminisme. Donc ça c'est important parce que je pense que ça apparaît comme un dépassement et ça apparaît comme aussi quelque part un recentrement de ces femmes qui étaient à la marge et de toute catégorie de femmes qui sont à la marge, parce qu'on va parler des femmes trans, on va parler des femmes noires, on va parler des femmes trans, on va parler des femmes lesbiennes, on va parler des migrantes, on va parler des femmes qui sont handicapées, des femmes âgées, donc c'est vraiment très très large, et ça donc il y a vraiment une inclusion en fait à la fois dans ce mouvement de libération, dans les mouvements antiracistes, dans les mouvements contre la violence d'État, contre le racisme d'État, et en même temps dans le mouvement féministe. Donc il y a un recentrement en fait de ces femmes, et parmi ces femmes, de celles qui étaient les plus à la marge. Donc ça c'est important. Mais malheureusement, c'est un mouvement qui quand même, comme tout mouvement qui est à la mode, et ça c'est le problème de la mode des mouvements, mais c'est aussi quelque part un problème fondamental aussi dans notre société, je vais le montrer tout à l'heure, c'est que d'abord, il y a plusieurs obstacles en fait à l'émergence de ce mouvement, ou à la compréhension de ce mouvement. Il est très très dénaturé dans le discours des politiques aux États-Unis actuellement, mais il y a effectivement un renversement du discours, une accusation de repli communautaire, le fait que l'hashtag Black Lives Matter a donné un hashtag contraire, All Lives Matter. Donc automatiquement, bon, l'idée que toutes les vies comptent, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire si toutes les vies comptent? Quels sont les arguments que l'on donne à ça? Et puis le fait aussi que ça devient un mouvement qui est récupéré politiquement, un mouvement qui devient fashion. Alors, les récusations au mouvement, on peut dire le renversement du discours. Quand on parle de Black Lives Matter, on va dire, bah écoute, si tu dis que toutes les vies des Noirs comptent, bah écoute, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu veux... Parce que les vies des Noirs comptent, mais alors celles des autres, elles comptent pas. Donc ça, c'est pris d'abord selon cette ligne de compréhension-là, qui est très très particulière, bien sûr.
Et je vous démontrais tout à l'heure les arguments. Le fait aussi que ça peut être vu comme une forme de repli communautaire, et évidemment le repli communautaire c'est un élément très important. Donc on va, donc alors que les personnes qui ont fondé le mouvement disent bah oui, nous on a bien une stratégie pour mettre en œuvre en fait l'importance de la communauté noire, bien sûr c'est important, mais c'est une stratégie d'action qui est centrée là-dessus. Mais c'est surtout aussi faire de cette stratégie d'action un espace qui est sécuritaire de lutte. Hein. Donc on est ensemble, on milite. D'ailleurs c'est un mouvement qui est très ouvert, c'est pas un mouvement non mixte. On milite pour ce qui nous concerne en premier. Donc c'est un mouvement, on essaye de faire de ça un espace sécuritaire de tout espace de domination, parce que c'est un problème effectivement. Alors, l'argument numéro 1, c'est toutes les vies comptent. Quand on dit ça, bien sûr, il y a une forme de dénigrement de l'hashtag, mais quand on dit ça, ça veut dire que qu'est-ce qu'on peut répondre en fait à ça? Bah, écoute, toutes les vies comptent. Bah, c'est que certes, toutes les vies comptent. C'est pas ce que dit ce mouvement. Ce n'est pas que les autres vies ne comptent pas, mais c'est simplement que toutes les autres vies, toutes les vies ne sont pas l'objet d'une déshumanisation de la même façon. Donc il y a la question de la déshumanisation qui est très importante, et toutes les autres vies ne sont pas, bien sûr, il y a d'autres catégories de personnes qui sont touchées par la brutalité policière, mais évidemment les violences policières concernent au premier chef les personnes noires dans la société américaine. Bon, et apparemment pas que dans la société américaine, mais disons que le contrôle au faciès est plus important pour ces personnes. Et donc ce corps, c'est-à-dire que ce contrôle au faciès, qu'est-ce qu'il reconduit de manière très spécifique? Il reconduit la violence qu'il y avait dans l'esclavage, le fait que le corps d'une personne noire pouvait être contrôlé à tout moment. Et cette violence policière, elle reconduit aussi les lynchages. Hein. Évidemment, elle reconduit ces lynchages que subissaient les hommes noirs, et elle reconduit aussi les viols que subissaient les femmes noires, pour des raisons autant pour le lynchage que le viol, pour des raisons complètement construites, inacceptables, bien sûr, parce que le geste est inacceptable, mais complètement construites. Donc c'est vraiment une reconduction du système esclavagiste et du système ségrégationniste. Le fait que l'on dit, bah, puisque le deuxième élément, c'est que bah, moi je postule que toutes les vies comptent, et lorsque je viens dire à quelqu'un qui défend ce mouvement que toutes les vies comptent, à ce moment-là, je lui dis, bah, pourquoi tu ne fais pas converger les luttes? Pourquoi tu considères que ces luttes doivent être séparées? Alors, l'idée, ce que disent les personnes qui ont fondé le mouvement, puis ceux qui le défendent à l'heure actuelle, c'est que oui, effectivement, toutes les vies comptent, mais qu'on ne peut pas, en fait, considérant que les gens vivent des oppressions différentes, on ne peut pas toujours rejoindre. C'est-à-dire, si on fait converger les luttes en disant que toutes les vies comptent, bah, quelque part il y a une dilution qui va se faire, et on ne peut pas, en fait, il y a un effacement total des luttes qui sont au centre. Donc faire converger les luttes, c'est aussi diluer la lutte, et c'est aussi la perdre. Donc il y a une méfiance quand même de ce mouvement envers la notion de convergence des luttes. Cette méfiance, elle est faite pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que lorsqu'on veut faire converger les luttes, on oublie un élément important, c'est que oui, il y a des groupes qui sont marginalisés aux États-Unis, mais ces groupes qui sont marginalisés, dans la hiérarchie de la violence d'État, ils ont plus d'importance, puisque malgré tout, c'est quand même le travail et les violences, la focalisation sur une personne, quand une personne est vue comme étant celle qui sème le trouble, on la regarde elle, et on peut laisser l'autre circuler librement. Donc dire que toutes les vies comptent, et dire bah, il existe des groupes aussi qui pareil que les Noirs vivent des oppressions, c'est oublier que les personnes noires vivent peut-être des oppressions plus différentes, et que les groupes qui sont aussi touchés par la violence bénéficient aussi de ce système. Donc c'est ça, c'est une idée qu'ils annoncent. Donc là, il y a un côté qui est intéressant parce que, en même temps, lorsqu'ils disent, ben, ils bénéficient aussi du racisme anti-noir,
vient la question du racisme, il y a un aspect dans ce mouvement qui est moins inclusif finalement à l'égard d'autres luttes que le black feminism ne l'était, puisque le black feminism, effectivement, concernait les femmes noires, mais concernait aussi les femmes chicanas, les femmes asiatiques qui étaient installées aux États-Unis. Donc il y avait vraiment une alliance, en fait, d'ailleurs c'est l'alliance des femmes du tiers-monde, un des textes fondateurs aussi du black feminism vient de l'alliance des femmes du tiers-monde. Donc il y avait aussi cette considération et ce regroupant envers toutes les femmes qui vivaient, toutes les femmes racisées qui vivaient des oppressions aux États-Unis. Alors que là, il y a moins cette inclusion d'autres luttes. Donc là, c'est cet élément en fait qui le distingue un petit peu du black feminism. Donc là, comme je l'ai dit, il y a vraiment une dilution effectivement, et cette dilution du traitement de la violence d'État, quand on dit all lives matter, donc on va diluer le traitement de la violence d'État, on ne va pas reconnaître que le génocide qu'il y a eu historiquement et qui a entraîné ça, on ne va pas reconnaître la manière dont le contrôle sur les corps constitue une déshumanisation, et donc on va nier complètement l'importance de la lutte et l'importance de la vie des Noirs, parce qu'on dit tout le monde compte, ça veut dire pourquoi on ferait compter d'autres gens, c'est une façon de nier les choses. En tout cas, c'est ce qu'affirme c'est pas nécessairement moi ce que j'affirme, mais c'est ce qu'affirme le Black Lives Matter. Et donc, il y a aussi un élément, donc il y a des arguments qui sont donnés contre ce mouvement, mais aussi il y a ce qui peut faire aussi du tort à ce mouvement, c'est que quelque part c'est un mouvement qui devient de plus en plus fashion, on en parle, ça fait bien, il y a des mugs qui sont faits, il y a toute une industrie autour de cet hashtag, qui est quand même une commercialisation, une récupération qui se fait aussi c'est un mouvement qui a tellement essaimé qu'aujourd'hui on en parle dans certains films, on en parle dans des séries comme par exemple Law of Order, on en parle aussi par l'abondance de hashtags Haitian Lives Matter, etc., etc. Donc c'est un hashtag qui est très très repris. Alors ça, les militantes en fait du Black Lives Matter sont un peu embêtées par cette surabondance, et elles disent c'est une forme de récupération, parce que dans le fond, et c'est là que c'est intéressant, parce que dans le fond on nous demande, elle dit en fait on nous demande quelque part de venir former des gens à notre méthode d'activiste, mais finalement quand on vient former des gens, on récupère un peu les choses. Alors c'est quelque chose qui fait écho pour moi à une réflexion qui m'a été faite récemment d'une personne qui me disait mais si je veux vraiment respecter le féminisme intersectionnel, est-ce que je dois trouver quelqu'un qui va me former à ce féminisme intersectionnel, donc autrement dit une femme racisée, et ensuite lorsque nous sommes formés, là on va se former entre nous. Et moi ça m'a un peu fait bondir quand on m'a dit ça, parce que je me suis dit mais dans le fond ça veut dire que on prend les choses et ensuite on n'a plus besoin finalement de la femme racisée pour transmettre les choses, après ça se transmet. Donc c'est un peu problématique, j'ai essayé de montrer pourquoi c'était problématique. Et il se passe la même chose en fait, parce que lorsqu'on demande aux femmes qui ont fondé le mouvement et aux militantes de venir former à des formes de militance pour, par exemple, s'intéresser à la question des réfugiés ou à d'autres questions, on reprend en fait une idée, une façon de militer, des outils, et en fait, du coup, ça veut dire que l'outil est utilisé, il y a une forme d'utilisation. Donc ça fait écho à ça. C'est quelque chose qu'elles récusent, qu'elles ont tendance à récuser, en disant, nous, en ce moment, on est l'objet de récupération à tous les niveaux, même au niveau politique, parce que des politiciennes comme par exemple Hillary Clinton vont parler de notre mouvement, vont terminer les phrases en citant notre mouvement. Mais quelque part, est-ce que Hillary Clinton soutient vraiment le Black Lives Matter? Bon, voilà, vous voyez, c'est tout le problème de quand quelque chose devient trop à la mode, comment c'est récupéré? Et c'est un phénomène qui se produit dans le féminisme racisé, et en particulier sur le féminisme intersectionnel, qui aujourd'hui devient quelque chose de très à la mode dans le milieu académique, mais avec aucune femme racisée qui en parle. Donc j'en avais déjà parlé parce que c'est une discussion qui est tout à fait active. Alors, aujourd'hui au Canada, il y a effectivement des mouvements, ce mouvement Black Lives Matter a essaimé, on en a parlé très récemment pour Toronto.
Alors évidemment qu'il est né dans le même contexte, plutôt pas le contexte de Trayvon Martin, mais plutôt le contexte qui a suivi ensuite de Michael Brown, l'affaire Ferguson. Évidemment qu'ils font le même constat d'une impunité policière. Il y a le même problème au Canada de surreprésentation de la population noire dans l'univers carcéral. Également, les personnes les plus touchées sont aussi la même perte de confiance dans les institutions. Un autre point commun, c'est le fait que c'est fondé par une activiste, donc c'est une femme qui a fondé, Yolande Bolo-Camara, qui a fondé le mouvement à Toronto, mais il y a des différences assez significatives parce que le mouvement torontois ne s'intéresse pas beaucoup à la question féministe. C'est une question qui n'est pas très très présente dans en tout cas de ce que j'ai pu lire pour le moment du Black Lives Matter Toronto. C'est pas très axé sur la question féministe. C'est plus un travail de conscientisation contre les violences policières. Alors il y a eu tout un débat récemment aussi, à savoir est-ce qu'il y a ce même mouvement ici à Montréal, bon, avec des réponses qui ont été apportées. Dommage que une des personnes qui a apporté les réponses n'est pas là aujourd'hui pour en parler. Mais voilà, donc il y a eu toute cette question qui a été posée aussi pour Montréal, mais il semble que c'est pas lié tout à fait à la question féminisme et que on est dans un contexte qui est très différent ici au Canada, puisque la question des relations interraciales est encore l'objet d'un tabou, d'une non-discussion. Donc c'est sûr que d'abord, la priorité ici au Canada, c'est d'abord de parler de ces difficultés pour certaines communautés et des difficultés des relations interraciales. Donc on n'est pas non plus à un moment particulier où on peut intégrer des questions peut-être plus larges, plus intersectionnelles. Peut-être qu'on peut le faire, mais c'est sûr qu'il y a déjà tout un travail en amont qui doit être fait ici au Canada pour parler de cette question des relations interraciales, parce qu'il y a des choses qui se sont passées à Montréal, je le cite à chaque fois, quand j'ai appris par exemple qu'il y avait ce mouvement étudiant, le Sir George William Riot, en 69, qui a touché en fait des étudiants noirs, et que bon, pendant le printemps érable, on nous a parlé de toutes les luttes étudiantes, mais jamais j'ai entendu parler de ça, et j'ai été très très surprise. Je me suis dit, mais ça c'est quand même quelque chose qui témoigne d'un profond tabou dans notre société. Ici au Québec, je ne sais pas pour le reste des autres provinces, mais en tout cas, il y a des choses qu'on ne nous parle pas de ces relations interraciales. Donc on est quand même dans un autre contexte sociopolitique. Alors j'avais dit que j'allais présenter aussi la marche de la dignité. Je vais présenter un petit peu plus rapidement cette question qui touche la France. Donc là, on part en France, pays de mon enfance, et voilà. Alors, la question en France, il y a aussi une question de racisme d'État, alors là, on peut aussi en parler, en long, en large, et donc voilà. Et il y a eu en fait un contexte qui, depuis les années 90, depuis les années 80 en fait, bon, évidemment que la France c'est un pays colonial, tout le monde le sait, un pays qui a possédé des esclaves. Donc, Laurence Rossignol n'a pas l'air de le savoir, mais c'est le cas. Il y a eu en fait plusieurs marches qui ont été faites ces dernières années. Depuis les années 80, en fait, il y a beaucoup de mobilisations antiracistes. En particulier la marche de 1983, qui était une marche contre le racisme, qui avait été initiée en fait par des associations de quartier. Et à chaque fois, je vais y revenir, il y a eu des réponses institutionnelles assez particulières à cet égard. Donc, concrètement, le 31 octobre de l'an dernier, il y a eu une marche qui s'est appelée la marche de la dignité, qui a été initiée par des associations féministes essentiellement, associations de quartier. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vais juste dire un peu quel est le contexte en fait. Nous étions en fait l'an dernier aux 10 ans de la mort de deux jeunes, Zineb et Bouna, Bouna Traoré et Zineb Bena, et ça faisait écho aussi aux 20 ans, aux 23 ans de la marche contre le racisme qui avait eu lieu en 83. Alors, vous avez tous entendu parler de la question en fait du voile en France, et dans les années 80, en 89, il y a eu une première circulaire en fait, c'est là que tout a commencé, parce qu'il y a eu cette fameuse circulaire Bayrou, qui a travaillé, enfin discuté de la question du port du voile dans les écoles, dans les lycées, et c'était une circulaire. Bon, une circulaire, ça a une valeur, ça n'a pas une valeur de loi, c'est juste un texte que émet un ministre pour donner une recommandation.
aux personnes qui sont sous sa responsabilité. Donc c'est une circulaire, donc au niveau de la valeur de la hiérarchie des normes, ça n'a pas une valeur, ça a une valeur, mais une loi est plus importante évidemment. Et donc il recommandait à l'époque aux établissements scolaires de juger par eux-mêmes selon de mettre en œuvre l'autorisation ou l'interdiction dans leur règlement intérieur d'établissement. Mais les établissements en fait scolaires se sont retrouvés un petit peu débordés à une certaine époque avec cette question, ou du moins ont témoigné d'un débordement, ont trouvé que ça ne résolvait pas la question de savoir une question de règlement intérieur, et ça a fait toute une histoire, notamment en 2002, où 2 jeunes filles se sont présentées dans leur établissement scolaire, ont été refusées, et elles ont été, ces 2 sœurs ont été complètement l'objet en fait d'une surmédiatisation. 2 filles qui portaient le voile, qui étaient dans une famille de parents divorcés. Leur père est un communiste de confession juive, mais non pratiquant, non croyant d'ailleurs, il se disait athée, on l'a vu dans les médias. Et ces 2 filles portaient le voile. Bon, elles avaient décidé de suivre la religion de leur mère, mais elles ne vivaient pas du tout avec leur mère. Donc c'est pas... Je dis ça parce que c'est important dans le discours qui a été ensuite mis en œuvre par rapport à ces filles, où on a parlé de violence patriarcale, du fait qu'elles sont sous la coupe des pères, des oncles, alors que bon, elles n'ont pas vraiment de contact avec la famille de leur mère. Donc bon, l'explication était complètement démente. Mais c'est une explication qui est malheureusement restée, puis qu'on entend de plus en plus. Donc en 2002, il y a eu tout ce débat et le gouvernement, le ministre de l'Éducation, a décidé de faire une commission qui s'est appelée la commission Stasi et qui a interrogé des directeurs d'école, des professeurs, des étudiants. Bon, mais très très peu les filles voilées. Dans le fond, elles ont été tout à fait écartées, comme toujours. On n'en est pas... Sommes-nous surpris de ça? Pas vraiment, parce que c'est un processus qui est tellement inacceptable, mais tellement coutumier, quoique, bon, on est un peu... c'est toujours regrettable de le dire. Mais donc elles ont été effectivement, les jeunes filles voilées, donc étaient très peu écoutées dans ce débat, dans cette commission, mais la commission Stasi a donné lieu à cette loi du 15 mars 2004, qui est une loi pour l'application de la laïcité, et donc, comme ils l'ont appelé, loi qui encadre le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles. Donc c'était la notion de port de signes religieux ostentatoire. Voilà. Alors, en 2005, donc il y a eu cette loi. Les choses ne sont pas vraiment liées, mais c'est juste que c'est lié dans le sens où ça indique un climat, si on veut, qui n'est pas du tout propice à l'expression des personnes racisées dans la société française. Et c'est difficile de dire le mot racisé dans la société française parce que on parle de gens qui sont français là avant tout. La première chose, c'est qu'ils sont français, ils sont nés en France, sont enfants de personnes qui sont migrants, donc de seconde, ce qu'on appelle de seconde, troisième, voire même 3e génération. Et en 2005, en fait, il y a des jeunes qui sont en train de jouer dans un parc, et ils jouent au foot dans un stade, et en fait, ces jeunes, le 27 octobre 2005, la police va arriver à l'appel d'une personne qui dit qu'un jeune fait le guet, que peut-être il est en train de chaparder quelque chose, peut-être qu'il vole quelque chose, et en fait, ces jeunes, évidemment, ils sont dans une banlieue, à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à courir, réaction un petit peu normale, la police arrive, enfin un petit peu normale, je veux dire, habituelle, normale peut-être pas, normalement elle ne devrait pas être normale, les réactions de défense quelque part. Et donc ces jeunes se mettent à courir, mais à un moment, ils courent vers une décharge, pas une décharge, mais un transformateur électrique, parce qu'il y a un quartier qui est en train de se construire, on construit les immeubles, et aurait-on dit, mais 10 ans après, cette explication n'a pas tenu, qu'un policier a dit, s'ils vont à le transformateur, je donne pas cher de leur peau. Mais on a continué de courir, et ces jeunes, malheureusement, ils étaient 3, un a été électrocuté grièvement blessé, 2, Zineb et Bouna, sont morts. Et là, dès le lendemain de cet élément, de cet événement dramatique, qui n'aurait pas dû se produire, parce qu'en théorie, les policiers auraient pu tout à fait appeler ces jeunes et dire, écoutez, n'allez pas là, vous allez mourir. Bon. Mais évidemment que non, ça ne s'est pas produit comme ça, malheureusement. Et ces jeunes, donc, sont morts grièvement blessés, brûlés, voilà.
Et ça a mis le feu aux poudres puisque toutes les banlieues les quartiers de relégation en France se sont mobilisés, donc avec les jeunes ont commencé évidemment à brûler des voitures, à brûler des établissements publics. Ce qu'ils ciblaient essentiellement, c'était les commissariats, des écoles, tout ce qui pouvait représenter l'État, parce que l'idée c'était de dire à l'État on n'en peut plus, on n'en peut plus. Bon. Alors je vivais en France à cette époque, donc je me souviens très très bien de ces événements. Parce qu'évidemment que ça a eu une incidence en région parisienne, sur les transports en commun, sur plein de choses. Et je dirais que ce qu'on en a fait dans les médias internationaux n'était pas tout à fait l'exagération que ça a pris, était peut-être un peu excessive. Mais en tout cas, la France a décrété le 8 novembre 2015, sous l'égide du ministre de l'Intérieur, qui était à l'époque Nicolas Sarkozy, qui devint ensuite président de la République, il décréta un état d'urgence. Et cet état d'urgence, c'est quelque chose qu'on n'avait pas décrété en France depuis la situation en Algérie, depuis la fin de la guerre d'Algérie. Enfin, depuis 1956, parce que c'est un état d'urgence, c'est un dispositif qui a été créé pendant la guerre d'Algérie en 1956. Donc, on arrivait à un moment très important, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait une couverture, un couvre-feu à 21h. Tout le monde devait, dans les quartiers, et en particulier les jeunes, être rentrés chez eux. Puis ça a duré pendant un mois. Donc évidemment, il y a eu un nombre incalculable de voitures calcinées, brûlées, à peu près 10 000. Et il y a eu évidemment, d'abord, une présentation de ces jeunes, Zineb et Bouna, comme des délinquants. Donc le discours qui a été porté sur eux, c'est des délinquants qui méritaient en quelque sorte la situation qu'ils vivent. Quand on regarde aujourd'hui ce qui s'est passé à Montréal, on entend beaucoup, qu'est-ce que ce monsieur faisait? Il faisait du trafic apparemment. Donc on ne sait pas si c'est vrai ou pas, là l'enquête va nous le dire, mais dans le cas de Zineb et Bouna, il y a une exagération. Et ces jeunes ont été présentés, les émeutiers ont été présentés évidemment comme des délinquants aussi. Bon, ça c'est une question de comment on voit les choses là-dessus. Alors évidemment, ça a donné lieu à toute une discussion sur la relégation sociale, mais 10 ans après, la situation ne s'est absolument pas améliorée, voire même qu'on peut constater qu'elle s'est dégradée. Donc, parce que il fallait réitérer cette marche en fait contre le racisme, prétextant en fait prenant le prétexte, on va dire, normal, dans le sens positif du terme, de la commémoration de la mort, des 10 ans de la mort de Zineb et Bouna, eh bien, il y a eu cette marche. Et cette marche avait beaucoup aussi d'importance parce que elle a été lancée à l'appel de Amal Bentoussi, la sœur d'un jeune Amine qui a été tué dans le dos par un policier en 2012 à Noisy-le-Sec, un quartier de Seine-Saint-Denis, tout près de Paris, à 10 minutes de Paris en train. Et donc, elle a lancé cet appel au moment où son frère le jugement a eu lieu. Et il y a eu aussi en 2015, en mai 2015, la relapse des policiers qui ont laissé mourir Zineb et Bouna. Ils ne nous ont pas tués, mais qui ont laissé mourir. Ils ne sont pas intervenus pour les empêcher d'entrer dans ce transformateur électrique, sachant le danger imminent et sachant qu'on a entendu un policier dire « je ne donne pas cher de leur peau ». Donc ils savaient manifestement tout ce qui s'était passé, ce qui allait se passer. Donc il y a eu cette relaxe. Donc des organisations, des collectifs essentiellement féministes ont décidé de marcher en fait, d'organiser une marche dans Paris le 31 octobre en l'honneur de Zineb et Bouna et contre les violences et l'impunité policière. Donc c'est la marche des femmes pour la dignité, le MAFED, qui est un collectif d'associations féministes qui viennent essentiellement des quartiers, d'associations qui luttent contre les discriminations. Et l'intérêt de cette marche, c'est que pour la première fois, ces associations se rejoignaient et se mobilisaient pour cette marche, alors que c'est des associations qui ont des idéologies très très différentes et qui, pour des luttes d'ego, pour des luttes idéologiques, n'arrivaient pas véritablement à se rencontrer. C'est une marche qui a été soutenue par Angela Davis, donc évidemment que ça a un poids aussi, et plusieurs des personnalités, dont notamment des militantes, des sociologues, des politologues comme Françoise Vergès, des militantes comme Gerty Dambury, vraiment des sociologues comme Nassira Ghenif, donc des personnes quand même qui se sont extrêmement sérieuses, qui ont soutenu cette marche.
très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'elle voulait faire? C'est le fait de remettre, en fait, à l'avant-plan la question de la violence policière comme une question politique d'importance dans la société française. Évidemment qu'il n'arrive pas tous les jours des bavures policières, mais les bavures policières envers des personnes noires et arabes, en France, sont courantes. C'est-à-dire que si on entend des bavures policières, rarement, je ne pense pas, peut-être qu'il y en a eu, mais rarement il s'agit d'une personne blanche. Le fait de se mobiliser contre l'impunité des forces de l'ordre, le fait de dire que quand les bavures sont commises sur une personne noire ou arabe, évidemment l'acquittement s'ensuit, ou du moins le procès a des suites qui ne sont pas tout à fait celles que les familles des victimes attendent. Le fait aussi d'en finir avec un antiracisme moral qui existe dans la société française et qui a été particulièrement institué par la gauche. Parce que de nombreuses associations de gauche se sont saisies de la question antiraciste. Mais ça, c'est un élément qui est très très important. Alors, mais j'y reviendrai. Alors, c'est pour ça que j'ai mis en finir avec une plume des soumis, je préciserai un petit peu les choses après. Siam Asbag, qui est une militante de Stop le contrôle au faciès, une association, dit nous voulons. Alors pourquoi en fait ce sont des femmes qui ont porté cette lutte contre l'impunité policière, contre les violences policières et d'État? Nous voulons valoriser les femmes des quartiers, ces figures qui portent depuis des années les luttes pour l'égalité. C'est aussi une manière de prendre le contre-pied des clichés sur la femme soumise aux hommes noirs et musulmans. Parce que dans l'institutionnalisation, quelque part, de cet antiracisme moral, en même temps, cette institutionnalisation s'est accompagnée d'une certaine... comme beaucoup de sociétés, la France est une société assez sexiste, mais comme beaucoup de sociétés, le sexisme se vit à des échelles différentes et avec des normes sociales très différentes. Donc c'est difficile de faire des comparaisons. Parce que ce n'est que actif et ça n'a pas on peut rien dire de ces comparaisons juste pour des observations. Mais ce qui va se passer en fait dans cette lutte au sexisme, elle passe beaucoup par la construction d'une particularité de l'homme noir et de l'homme musulman. Donc c'est très très construit. Donc les associations féministes vont contribuer aussi par leur discours, et en particulier par tout le discours sur le voile, vont contribuer à mettre de l'avant cette violence que les hommes noirs et les hommes musulmans ont sur les femmes. Et donc, en même temps qu'on donne une ouverture au féminisme, en même temps, c'est fait dans une orientation qui n'est pas très 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 claire, dans le sens où, oui, on permet aux femmes de se mobiliser, mais quelque part, elles se mobilisent aussi d'une manière, c'est un positionnement féministe qui se fait d'une manière, quelque part, contre des groupes d'hommes et pour justifier des violences aussi qui leur sont faites. Donc c'est aussi ce qu'elle dit quand elle dit, c'est une manière de prendre le contre-pied de clichés sur la femme soumise. Parce que dans les banlieues, l'idée c'est que oui, les femmes, elles sont soumises. Bon, il y a eu, c'est vrai, beaucoup d'affaires, par exemple une affaire à Vitry-sur-Seine en 2005 ou 2002, je ne sais plus, d'une femme qui a été brûlée à l'acide par un jeune homme qui voulait sortir avec cette fille n'a pas voulu. Oui, il y a eu des violences extrêmement fortes. Il y a eu le cas, effectivement, pendant des années, on nous en a parlé, du cas des tournantes, donc des viols collectifs qu'on a appelés tournantes, déjà le mot est particulier, mais des viols collectifs que les filles ont vécu et continuent de vivre, manifestement. Mais tout cela, l'exagération qui sont faites de ces faits, qui sont extrêmement importants, parce que ce sont des violences faites aux femmes, absolument inacceptables. Mais il y a eu une exagération médiatique qui vise à aussi asservir ou montrer des caractéristiques, des stéréotypes sur une population. Donc là, il y a un élément aussi important là-dessus. Alors c'est pour ça que, quelque part, l'idée c'est de dire ces femmes doivent s'émanciper des hommes, mais il y a effectivement une instrumentalisation, notamment instrumentalisation qui va se faire à la fois dans les mouvements antiracistes et à la fois dans les mouvements féministes. Malheureusement, le mouvement féministe travaille aussi, surtout le mouvement féministe français actuel, travaille aussi à construire ces représentations.
Il y a un travail vraiment très important. Le fait aussi que, donc là, on peut se poser aussi la question, et quelque part, ces femmes du MAFED se sont mobilisées pour dire que, de toute façon, une lutte pour l'émancipation des femmes racisées ne peut pas se faire si on ne lutte pas contre les discriminations, et on ne lutte pas contre les discriminations et le discours qui est fait sur toutes les personnes racisées, y compris les hommes. Donc ça, c'est important. Et puis, bien sûr, le paradoxe du discours sur le hijab, qui en fait un instrument d'asservissement, alors que quelque part, l'école, c'est un lieu d'émancipation. Donc, en principe, si on veut essayer que quelqu'un s'éduque et se sorte d'un asservissement, ben, l'ouverture à l'école, qui est un lieu d'émancipation, avec voile ou sans voile, bon, je veux dire, beaucoup de gens ont dit après, ben, quelque part, si vraiment on peut considérer qu'il y a cet asservissement, eh bien, à ce moment-là, ouvrons au contraire les portes de l'école. Parce que les gens vont se rendre compte qu'ils sont asservis à ce moment-là. Ça, c'était un discours, mais ça, c'est le paradoxe du discours sur le hijab, et qui a quand même énormément, d'abord, et qui a beaucoup évolué au cours du temps, puisque au départ, bien sûr, c'était que la question du hijab, c'était déjà beaucoup en termes de violence d'État, en termes de violence du discours, mais ça a essaimé, si on veut, en termes que déjà, qu'on touchait des usagers du système public, puisque le système d'enseignement, c'est un système public pour la plupart. Donc, on touchait des usagers, donc on empêchait les usagers de bénéficier d'un système public, mais très très longtemps après la loi de 2004, enfin très rapidement après la loi de 2004, ce qu'on a touché, c'est les mères, par exemple, qui accompagnent leurs enfants. Donc, c'est-à-dire dans certains établissements, des femmes voilées ne peuvent pas rentrer à l'école avec un voile pour accompagner leurs enfants, ou ne sont pas autorisées dans les sorties scolaires. Puis ensuite, il y a eu la question, évidemment, du niqab, qui est une question très marginale, ce qui ne concerne pas la majorité des femmes musulmanes, qui va concerner une portion très très infime. J'ai croisé des personnes qui avaient le niqab, mais dans des quartiers vraiment, ça m'est arrivé une fois, mais c'est vraiment pas une généralité là. Donc on en fait comme si c'est une généralité. La loi de 2010 nous vise à dire que c'est une généralité et que beaucoup de femmes musulmanes, aujourd'hui, on n'est plus au hijab, on est à la question du niqab. Donc il y a tout un discours de l'État français à l'égard de ces populations. Alors l'idée aussi, cette idée, c'est se libérer quelque part de ces mouvements qui cherchent à nous libérer, mais qui parlent à notre place. Et comme le dit Nassira Ghenif, cette sociologue qui est très présente dans le débat public et avec des choses très intéressantes à dire, évidemment, nous allons faire une déclaration d'indépendance par rapport à des organisations de gauche et aux syndicats qui ont parlé en notre nom et confondu alliance et subordination. Et ça, c'est vraiment, et c'est le point très important en France des organisations antiracistes et des organisations féministes qui souffrent de ce même problème de parler à la place des autres et des personnes concernées. Et évidemment, 3 associations extrêmement importantes. Touche pas à mon pote, qui a été fondée en 83, en 84, juste après cette marche de 83. Donc, ça a été fondé par la gauche. Beaucoup de personnes ne touchent pas à mon pote aujourd'hui sont devenus des membres du Parti socialiste importants, comme Arlène Désir, comme Malek Bouti, qui, il y a 10 ans, disait des choses extrêmement mobilisatrices. Mais vous voyez déjà qu'un discours, moi, j'étais enfant, touche pas à mon pote, je trouvais ça sympa. Mais je comprenais pas que touche pas à mon pote, c'est celui, finalement, touche pas à mon pote, c'est celui qui est en position de privilège, qui dit à l'autre, qui dit aux autres, touche pas à mon pote. Donc touche pas à mon pote qui est en bas de l'échelle, touche pas à mon pote qui est en position de subordination. Donc c'est vraiment un discours, je trouve maintenant, quand je le regarde à l'aune de mes connaissances en théorie féministe, en théorie postcoloniale, je trouve ça fort. Je le regarde vraiment pas comme un truc sympa, un pins qu'on met. Je me dis non, là ils étaient déjà, enfin bon, j'allais dire ils étaient déjà malades en 1983. Mais j'étais trop jeune, j'ai vu ça toute ma jeunesse et j'ai pas vu tout ça. Ni pute ni soumise, qui est une association qui a été fondée en 84, je crois, ou 89 plutôt, par Fadela Amara, une femme qui sera ensuite de gauche, mais qui sera ensuite au gouvernement de Nicolas Sarkozy. Et c'est cette association qui a particulièrement parlé des violences
faites aux femmes dans les banlieues par les grands frères, par les pères, donc qui ont vraiment instrumentalisé le discours, et puis oser le féministe qui n'ose pas le féminisme comme on le voudrait, mais c'est un autre problème. Alors, et donc, il y a eu beaucoup de critiques de cette marche. La première critique, c'est le communautarisme, qui est une critique qui revient dès que des personnes racisées en France essayent de se mobiliser. Ah, mais vous êtes communautaire. Ok. Ça revient très souvent. C'est une interprétation du communautarisme qui se fait sur la base... C'est-à-dire qu'il y a toujours cette espèce de recul sur communautarisme, on va devenir une société américaine où les gens se mettent ensemble par groupe, il y aura les quartiers italiens, il y aura les quartiers... Mais ce que la France ne parvient pas en fait à regarder en face, c'est l'idée que justement ce communautarisme, il existe déjà dans le discours. Qui est communautarisme, quelque part? Non. Et puis l'idée aussi, la présence du parti, d'un parti qui est très controversé, qui est le pire, le parti des indigènes de la République, qui, il est vrai, a une position très très extrémiste, mais on ne peut pas condamner une marche parce qu'une personne se présente à cette marche-là. Et puis évidemment des critiques qui ont été très 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 révélatrices, donc qui sont très révélatrices un peu de la difficulté des personnes racisées en France à se faire entendre. Alors là, c'est un élément qui est quand même assez important et intéressant à regarder. Bien sûr, il y a un racisme dans le discours de ceux qui représentent l'institution. Évidemment que depuis les années 90, il y a eu des déclarations de Jacques Chirac, qui est ensuite devenu président de la République, qui avait parlé de bruit et d'odeur pour parler des personnes qui vivaient dans les quartiers. Les déclarations, bien sûr, de Sarkozy, de Brice Hortefeux, de Manuel Valls, de Morano, et récemment les propos de Madame Laurence Rossignol, qui a parlé de femmes musulmanes qui portent le voile comme des nègres d'Amérique qui acceptaient l'esclavage. Alors ce qui est intéressant dans ce discours, dans le discours qu'elle a mentionné, c'est qu'elle nous parle des nègres d'Amérique, mais elle oublie en fait que l'esclavage a été aussi, que la France a été aussi un pays esclavagiste. Et c'est d'abord l'utilisation du mot nègre, qui est inacceptable bien sûr, mais il y a aussi le fait que ça, on situe toujours la question à l'extérieur de la France. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la question raciale, l'esclavage, c'est toujours les Américains qui ont commis l'esclavage. Ce n'est pas, c'est les Portugais, c'est les Espagnols, c'est le Pays-Bas, la Hollande. Mais ce n'est jamais la France. Alors que la France a créé quand même une loi, le Parlement français a reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité avec la loi de Taubira du 10 mai 2001, qui est quand même une loi extrêmement importante qui reconnaît quand même la traite de l'esclavage. Et c'est un peu le paradoxe français, c'est-à-dire que ce paradoxe français est intéressant parce qu'il y a en même temps cette reconnaissance, mais dans le discours officiel, bien qu'il existe une loi qui reconnaît que l'esclavage c'est un crime contre l'humanité, bien que du 10 mai au 10 juin, et c'est le mois de commémoration de l'esclavage et des traites et de la traite, donc avec énormément d'associations, c'est un peu, on pourrait dire, l'équivalent du mois de l'histoire des Noirs, hein, qui existe depuis déjà 2 ans, donc ce mois de mai-juin en France. En même temps, il y a tout un discours qui a du mal à prendre en compte eh bien, toutes les questions que génère le fait de reconnaître l'esclavage, en particulier la question de la réparation. Donc c'est quelque chose qui est important parce qu'il y a une extériorité. Et moi, quand j'ai entendu le discours de Madame Rossignol, de Laurence Rossignol, ce qui m'a choqué, je dirais que, à titre personnel, ce n'est pas le mot nègre qui m'a choqué le plus, c'est le mot nègre d'Amérique. Parce que je me suis dit, encore une fois, c'est cette incapacité, je veux dire, nègre d'Amérique, c'est vraiment l'esclavage aux États-Unis. Mais sur notre sol, non, évidemment, c'est sûr que ça s'est fait ailleurs que sur le sol français métropolitain, mais ça s'est fait quand même. Alors c'est sûr qu'il y a toute cette incapacité aussi à comprendre les impacts dans la société française, le fait qu'il y a un problème de réparation du colonialisme, de réparation de la période esclavagiste en France. Et ça, c'est toujours l'extériorité de la question raciale, c'est-à-dire on est dans un contexte où, effectivement, tous les citoyens, on est dans une république complètement aveugle aux différences et à l'expression de ces différences. Alors c'est un contexte qui est bien différent du système américain,
mais qui a des considérations, des résultats qui arrivent malheureusement aux mêmes effets, hein, puisque les situations dans les quartiers de relégation sont absolument difficiles, et y compris pour les jeunes générations, et y compris pour ceux qui sont éduqués, formés, qui ont des diplômes comme les autres. Donc il y a une incapacité quelque part à voir un certain nombre de choses. Et donc, pourquoi lier finalement la question féministe à cette question du racisme d'État? Ça a plusieurs implications. Et les implications que ça a, c'est déjà bon, le fait que ce racisme d'État, en quelque sorte, va plutôt toucher les femmes, déjà parce que aujourd'hui il y a tout ce discours sur le hijab, il y a tout ce discours, une relégation des mères dans l'espace public qui portent le voile. Et il y a un collectif très intéressant qui s'est créé, qui s'appelle Maman Tout Égale. Le fait que les femmes sont surreprésentées dans les chiffres du chômage, surreprésentées dans les chiffres de difficultés d'accès à l'emploi, qu'elles sont plus concentrées dans des emplois précarisés, en particulier, et qu'il y a une forte concentration des femmes noires et musulmanes dans ces emplois fortement précarisés, et en particulier une difficulté, parce qu'il faut bien entendre que, étant donné la population immigrante noire et jeunes issus de l'immigration, il y a une forte présence de femmes noires et musulmanes aussi. Alors donc, effectivement, elles vivent des oppressions particulières, et le fait aussi que ces violences policières qui touchent les femmes, évidemment, vont aussi toucher, bien sûr, quand on atteint un homme, on atteint un père, on atteint un frère, on atteint un conjoint, donc on atteint des familles qui sont évidemment touchées. Donc là, il y a des éléments très, très importants par rapport à ça. Donc voilà, j'arrive au terme de ma présentation. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question de ce lien entre racisme d'État et féminisme, mais il est quand même très très présent, et c'est pour ça qu'on comprend que les femmes se mobilisent plus particulièrement contre ce racisme, alors qu'on pourrait penser que c'est une lutte qui va concerner plus spécifiquement les hommes. Merci à vous, merci de votre attention.